Station Partie 2, c'est maintenant à fond dans tes oreilles. Oui, j'ai pas de jingle de P3. Ça craint. Parce que le jingle 100% actu, on l'utilise plus. Donc il me reste plus Ça de jingle d'intro. Ça craint. Vous Oui. inquiétez pas, on se renouvelle bientôt. Encore une fois, il faut refaire les jingles pour la saison 4 et on y va. Bref, une P3 qui commence très injustement puisque c'est effectivement vrai l'info qu'on vous a donnée la semaine dernière. Smallville revient en animation. Ah, donc je suis pas le seul à avoir vérifié mon info. Ah, c'est dégueulasse. Avec Tom Welling. C'est monstrueux. Quand même, en une semaine, on a le temps de vérifier l'info, quand même. Oui, quand même. C'est vrai. On n'est pas complètement con. Bref, cette troisième partie et dernière de l'émission sera consacrée au monde de geek et à la chronique cinéma, où nous allons nous enchaîner l'un après l'autre. Je te propose de commencer et tu finiras cette émission. Allez. Bon, et bien c'est parti. Le mois dernier, on a fêté les 25 ans de ma série préférée. Mais je suis pratiquement sûr que personne la connaît ici. Sûr. Ça s'appelle Farscape. Pas du tout. La meilleure personne pour résumer la base de Farscape, c'est son héros, John Crichton. Je m'appelle John Crichton, je suis astronaute. Une vague d'ondes électromagnétiques est passée, été aspirée par un vortex. Maintenant, je suis perdu dans un coin reculé de l'univers à bord d'un vaisseau vivant, habité par toutes sortes de créatures extraterrestres bizarres. Aidez-moi. Vous m'entendez? Il y a sûrement quelqu'un quelque part qui m'entend. Je suis poursuivi par un commandant militaire psychopathe qui sait tout ce que je ne sais pas. Je cherche juste un moyen de rentrer chez moi. Ça sent le nanar. Hein. Avant de revenir sur le scénario, un peu de contexte. Farscape est une série de science-fiction américano-australienne produite par Hallmark Entertainment et diffusée sur Nine Network et Sci-Fi Channel avec la participation non négligeable du Jim Henson Creature Shop. Diffusée du 19 mars 1999 au 21 mars 2004, Farscape raconte sur 4 saisons, puis une mini-série de conclusion, l'odyssée de l'astronaute américain John Crichton, aspiré avec sa navette Farscape One par un vortex et expédié à l'autre bout de l'univers, alors qu'il tentait de prouver sa théorie sur l'utilisation de la force gravitationnelle comme rampe d'accélération. Je vous mets un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Je vais être malade. Pourquoi toutes ces secousses? Moya a un problème ou quoi? La grossesse de Moya l'empêche de contrôler la combustion comme il se doit. Ces petites turbulences en sont les effets secondaires. Si c'est ça les petites, je ne veux pas connaître les grandes. Il n'y a pas que la combustion, John. Ces capteurs sont faussés, nous volons pour ainsi dire en aveugle. Je m'efforce de compenser ses faiblesses. Pourtant, tous les systèmes de mesure sont déficients. Elle n'y peut rien. Son enfant utilise la majeure partie de ses ressources. Je comprends pourquoi les pacificateurs voulaient empêcher cette grossesse. Vous n'avez rien compris, et c'est normal, puisque, comme John, qui se retrouve bien malgré lui au milieu d'une bataille spatiale surdimensionnée entre un vaisseau amiral et des chasseurs menaçants, face à un unique vaisseau désarmé mais gigantesque, John se retrouve au milieu de n'importe quoi. À peine arrivé, et sans comprendre quoi que ce soit, John rentre en collision avec un patrouilleur et se fait happer par le rayon tracteur de l'autre vaisseau. Il arrive dans la soute et se retrouve nez à nez avec un guerrier à tentacules, un crapaud qui vole et une femme bleue. John est en panique, ne comprend aucun de ces aliens, jusqu'à ce que l'un des drones du vaisseau lui fasse une piqûre dans le talon et qu'il se retrouve assommé par la langue du guerrier. Oui, je sais, ça a l'air complètement fou dit comme ça, mais c'est pas fini. Revenu à lui et comprenant enfin tout ce petit monde, les choses deviennent un petit peu plus claires pour John. Le guerrier s'appelle Dargo, c'est un fier luxan, représentant d'une espèce belliqueuse mais avec un sens de l'honneur exacerbé. La femme bleue s'appelle Zaan et se trouve être une Pao, une prêtresse d'un niveau élevé sur sa planète Delvia, et le crapaud volant sur sa chaise, nul autre que Rigel le 16e, dominar d'Ineria régnant sur plusieurs milliards de sujets avant d'être renversé par son cousin Bichard. Oh putain. Rien que ça. Nous l'appellerons Grota. Mais John n'a pas vraiment le temps d'assimiler ces infos. Le point commun de cette joyeuse troupe, c'est leur statut de prisonniers des pacificateurs, une race similaire aux humains en plus nazi. Et il est arrivé en plein milieu de leur évasion. Le vaisseau où il se trouve est un Léviathan, un vaisseau vivant du nom de Moya, qui avec son pilote sont utilisés par les pacificateurs comme vaisseau de transport de prisonniers, bridé par un collier de contrôle pour l'empêcher de passer en combustion. Dans la panique, Moya réussit à briser son collier et à passer tout de même en combustion en emmenant avec lui un patrouilleur ennemi.
Pendant ce court répit, le commandant du vaisseau amiral pacificateur, le capitaine Bielar Kreis, fait le point sur la bataille et recherche désespérément son frère. Jusqu'à ce que l'ignoble vérité tombe sous ses yeux. Le patrouilleur de son frère a percuté la navette de John et a explosé contre un astéroïde. Et sur Moya, la tension monte. Crichton ressemble comme 2 gouttes d'eau à un pacificateur et un passager clandestin sont mis aux arrêts dans la même cellule que lui. John fait donc connaissance avec son nouveau compagnon qui se révèle être une femme au tempérament musclé du nom d'Irene. Irene tente de ramener le vaisseau à son commandant, mais c'est trop tard. Les pacificateurs, nazis dans l'âme, la considèrent comme irrémédiablement contaminée et la bannissent de leur rang. Elle se range aux côtés des prisonniers de Moya, bon gré mal gré, comme John qui s'est fait un ennemi mortel sans même comprendre comment. L'odyssée de l'équipage de Moya démarre donc, de plus ou moins, fuyant les pacificateurs de plus en plus loin, à travers les territoires libres, puis les confins inexplorés de l'univers, dans une fuite en avant mêlant folie douce, exploration, dérapage total et science bien barrée. John n'aura de cesse de vouloir rentrer chez lui, développant ses compétences, ses connaissances et ses croyances, croisant même des formes de vie supérieures, lui donnant la clé de son retour, la science des vortex. Mais caché si loin dans son esprit que seules quelques inspirations pourront l'aider à avancer petit pas vers son but. Seulement, alors que Irene tombe malade, John est fait prisonnier sur une base pacificatrice par le bourreau ultime, Scorpius, un scientifique qui découvre dans son esprit la science des vortex et fera tout pour s'emparer du cerveau de Crichton. Il prend la place de Kreis au commandement des pacificateurs, lui implante un clone neural que Crichton surnommera Harvey, comme le lapin dans le film de James Stewart, et tentera de détruire toutes les personnes qu'il aime, à commencer par Irene. Voilà, les prémices de Farscape, ça ressemble à ça. L'histoire d'un homme paumé dans l'espace, qui ne comprend rien, qui n'a jamais les codes, et qui est toujours dépassé. L'histoire d'un simple humain qui s'émerveille de la moindre étoile, ou du moindre verre pour se laver les dents. Oui, j'ai bien dit un verre. John n'est qu'un vecteur dans ce monde gigantesque, l'avatar de l'humanité. Mais croyez-moi, ce que John a pu voir durant son voyage ne représente qu'un yacht de toute cette frêle. Je pourrais vous parler des heures de cet univers, son vocabulaire spécifique, notamment les insultes et les unités de temps. Mais il me faudrait des arnes pour vous expliquer, on n'a pas 300 cycles comme les Luxans. Farscape est une création unique dans la science-fiction, portée par le génie du Jim Henson Creature Shop, se chargeant des maquillages intégraux, notamment celui de Dargo ou de Zahn, où la comédienne était quasiment intégralement peinte en bleu et se faisait raser le crâne constamment. Mais aussi des marionnettes articulées de Rigel et du pilote de Moya, entre autres. Farscape, c'est un univers qui s'offre à ses spectateurs, comme à John, avec ses mystères, ses énigmes et ses dangers. Des moments de joie font place au doute ou à la profonde tristesse dans les confins de la galaxie. Boxant dans quasi toutes les catégories de la science-fiction, du space opéra à l'exploration spatiale, croisant Pitch Black et les Chroniques de Riddick ou Blade Runner à d'autres instants, parfois extrêmement glauque, parfois diablement sexy aussi. Farscape, c'est vraiment tout ça à la fois, et sans oublier son humour complètement décalé. L'histoire s'arrête au bout de 4 saisons, sauvée par ses fans. Sa conclusion arrivera 1 an plus tard sous la forme de mini-série et restera à jamais dans l'esprit et le cœur de tous les fans de SF s'étant aventurés dans ses arcanes. Je m'appelle John Crichton. Je suis astronaute. J'ai été aspiré par un vortex propulsé dans un coin reculé de l'univers. C'est de rester en vie à bord de ce vaisseau. Un vaisseau vivant et son équipage de prisonniers en fuite. Si vous m'entendez, soyez sur mon garde. Si je reviens, si j'ouvre la porte, est-ce que vous êtes prêts? La Terre n'est pas préparée sans défense face au cauchemar que je suis le seul à connaître. Ou devrais-je rester protégé sans défense? Mais vous ne connaîtrez jamais toutes les merveilles que j'ai contemplées. Je terminerai par une citation du dominat Rigel le XVIe qui pourrait symboliser tout le grandiose et le grotesque de cet univers. Il n'y a pas de voyage de l'esprit que la volonté ne peut accomplir. Il n'y a pas de distance infinie que l'on ne puisse franchir. L'univers dans ses étoiles inscrit bien des poèmes, mais le sort est bancal et Rigel le XVIe, rançon de sa gloire amère, devra voyager à l'envers. Il y a une danse qui va avec ça, mais je peux pas faire tout en même temps. Quel dommage. Bref, Farscape, c'est une série de science-fiction qui n'a pas eu beaucoup de chance en France. Elle a été diffusée... Je ne suis pas étonné. Elle a été diffusée sur Série Club. Ça m'étonne pas. Puis, plus du tout. La mini-série dont je vous parlais a été diffusée sur TPS Star une seule fois. D'accord, parfait. Les coffrets DVD existent, mais ceci est
comment dire, Inabordable. une capture d'écran du site du fournisseur français des DVD. Bien trop cher. La saison 2 coûte 70 €. Si vous voulez une saison entière, il faut compter 5 volumes. Un volume fait 30 €. Inabordable. Cet éditeur s'appelle Elephant Film. Ils sont spécialisés dans les séries comme Sherlock Holmes ou Hercule Poirot ou Columbo, qui vendent quand même dans des prix nettement plus raisonnables. Ah ouais, ça m'étonne pas non plus. Sachant que ces mecs ont produit 4 saisons et qu'on se retrouve, faites le calcul. Si vous êtes fan, que vous voulez cette intégrale, mon Dieu. Les fans de Stargate connaissent un petit peu Farscape. Pour une petite raison, c'est que les acteurs principaux Ben Browder et Claudia Black ont rejoint la distribution de Stargate SG1 pour les saisons 9 et 10 dans les rôles du lieutenant-colonel Cameron Mitchell et de Vala Maldoran. C'est Vala, la meuf de Daniel. Voilà. Et une parodie de Farscape s'est glissée dans l'épisode 200 de Stargate de façon un peu insidieuse et en petit clin d'œil pour les fans. Je terminerai par vous dire que si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite tout de même à la découvrir. Elle est disponible illégalement en français. Et l'éditeur américain Shoot Factory a lancé un stream sur YouTube depuis les 25 ans de la série, il y a quelques mois, et diffuse en boucle toutes les saisons en français sur YouTube. Et les propose également en allemand et en anglais. Bref, si vous aimez les films, la science-fiction, si vous aimez les Jim Henson Creature Shop, les créateurs du Muppet Show, je rappelle... Et si vous aimez la drogue. Oui aussi. Mais je vous parle aussi, juste pour le doublage de cette série, évidemment, vous aurez reconnu Maurice de Costé, qui est la voix française de Ben Browder et de Ben Stiller, mais vous retrouvez aussi des gens comme Jean Topard et Micheline Dax. Cette série est folle, qui, notamment Micheline Dax, doublait dans le Muppet Show. Les gars de Jim Henson Creature Shop, c'est les mecs qui ont fait Dark Crystal, qui ont fait Labyrinthe, qui ont fait Fraggle Rock, qui ont fait plein de séries comme ça. Rue Sésame, enfin Sésame Street en VO. Mais Farscape, c'est le haut du panier. Parmi les fans de science-fiction, ça reste un univers absolument culte. Et c'est pour ça que Ben Browder s'est si facilement retrouvé dans Stargate SG1, parce que devinez quelle série sci-fi a annulé pour financer Stargate SG1. Firefly. Farscape. Au hasard. Ah, Au d'accord, hasard, pardon. Farscape. Firefly n'était pas une série sci-fi. Attends, ils ont annulé une série emblématique. Pour une autre série emblématique. Complètement farfelue, par contre. Oui, mais qui marchait tout aussi. J'avais compris animé. Pour vous remettre un peu dans le contexte, les premières saisons de Stargate étaient diffusées par Showtime jusqu'à ce que ça coûte trop cher à Showtime. Donc Sci-Fi se propose de les racheter, mais ils n'ont pas le budget. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils annulent tout. Mon père vous en voudra toujours. Ils ont annulé l'ensemble des séries du catalogue pour pouvoir financer Stargate SG1 et Stargate Atlantis, Stargate Universe et tous les téléfilms qui vont avec. Et la plupart des acteurs, notamment Ben Browder et Claudia Black, se sont retrouvés dans Stargate par l'autre consolation. Bref, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir cette série. Si vous la connaissez, vous savez pourquoi j'aime autant cette série, parce que vous la regardez une fois, vous tombez dedans, c'est sûr. Alors, ceci dit, je taille depuis tout à l'heure. Enfin, je fais des blagues depuis tout à l'heure, mais ça a l'air ouf. Complètement ouf dans le sens, effectivement, s'il y a de la drogue, je pense qu'on passe le meilleur trip de sa vie. C'est la première série que je connaisse où le vaisseau qui accueille les personnes et les personnages est vivant. Le vaisseau est un personnage très bizarre, effectivement. Et contrôlé par une marionnette qui s'appelle le pilote, qui est dû au Jim Henson Creature Shop. Mon Dieu. Attends, quoi ? C'est genre c'est le Paxis dans merde, comment il s'appelle ? C'est les marionnettes de merde comme Sesame Street Non. Ah. Non, c'est des animatronics monstrueux. C'est aussi pour ça que la série s'est fait annuler. C'est que chaque épisode coûtait un bras. Mais par rapport à Dark Crystal, sur le niveau de la mocheté, c'est comment ? C'est rien à voir. Parce que Dark Crystal, je suis désolé, c'est horrible. Je t'invite quand même à aller taper sur Google Farscape et à aller regarder à quoi ça ressemble. Parce que c'est surprenant. Non, mais ton speech m'a donné envie. Voir un roi grenouille qui vole. Rigel. Oui, gros tas. C'est comment déjà la série là où ils sont des marionnettes là, il y a une meuf qui s'appelle Lady Penelope dedans, non, c'est pas ça Et c'est Thunderbirds. Ah voilà, Thunderbirds. C'est pas tout à fait des marionnettes. Non mais cherchez le nom. C'est un peu spécial. Ouais. Petite question. Oui. C'est américain ou anglais ? C'est australien. Ah, australien. Il l'a dit au début. Australien, oui, mais j'ai oublié. Et ça a été tourné intégralement en Australie, aux grandes dames de Ben Browder, qui devait faire le voyage constamment. Tous les acteurs, sauf Ben Browder, sont tous australiens d'ailleurs, donc
Il y a un côté un peu exotique parce que vous reconnaissez personne. Et puis ils ont dû inspirer des espèces vivantes en Australie, certainement. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si le boudong de Farscape est inspiré de la faune locale. J'espère pas. Mais en tout cas, Et à la fin, le portail grince pas, donc Arturo il retourne à Minas Tirith. oui, si tu veux. C'est pas ça? Ah, pardon. Référence à Sliders pour ceux qui ne l'avaient pas. Ah oui, merci, parce Et que pas je que n'avais ça. compris du tout. Merci. Mais bref, on enchaîne tout de suite avec la chronique ciné. Tu peux y aller. Je peux y aller. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les jours se rallongent. La température augmente, en théorie. Enfin, en d'autres termes, l'été approche. Et qui dit été, dit cinéma. En effet, l'été est la saison des blockbusters. Oui. Ces films au budget démesuré et qui sont souvent juste un gros divertissement très, très, très bourrin. Le premier film qu'on identifie comme un blockbuster n'est autre que le film Les Dents de la Mer, que Steven Spielberg, qui met fin à la vague du Nouvel Hollywood. Cette musique me donne froid. C'est le thème du JT de Thème. J'allais te le dire, ne sors pas cette anecdote. C'est vrai. Oui, ils l'ont accéléré. Ils l'ont accéléré, mais Pas oui. ce morceau-là, mais oui. C'est affreux. Enchaîne. C'est affreux, ça me donne froid dans le dos. Mais je ne vais pas parler de ce film. Aujourd'hui, avec la chaleur, en théorie, je vous propose 3 films qui non seulement sont sortis pendant la période des blockbusters, mais qui va également vous proposer de manière plus ou moins subtile des glaces. Oui, Ah oh. aujourd'hui, on va parler de la trilogie Cornetto. Yes. Un peu de contexte. La trilogie Cornetto est écrite par son réalisateur Edgar Wright et son acteur principal Simon Pegg. Nous commençons donc notre premier Cornetto, le Cornetto fraise, Shaun of the Dead. Can I get any of you cunts a drink? Il est toujours difficile de classer des films dans un genre particulier. Sachez que celui-ci est dans la catégorie comédie romantique et zombie. Oui, vous avez bien entendu, une comédie romantique avec des zombies. Film sorti le 27 juillet 2005. Eh bien, de quoi ça parle? À presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand-chose de sa vie. Entre l'appart qu'il partage avec ses potes et le temps qu'il passe au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas beaucoup de place. Elle, qui voudrait que Shaun s'engage, ne supporte plus de le voir traîner. Excédée par ses vaines promesses et son incapacité à se consacrer un peu à leur couple, Liz décide de rompre. Shaun est décidé à tout réparer, et tout ça avec des zombies. Même si l'histoire de ce film n'est pas hyper profonde, la thématique, elle, est extrêmement bien traitée. Et je vous entends déjà me dire comment une comédie romantique avec des zombies peut-elle avoir une quelconque profondeur? Eh bien, je vais vous expliquer. Le thème de ce film est le passage à l'âge adulte. En effet, au départ, Shaun agit comme un ado. Travail qui pour lui est comme à l'école, donc c'est pas la peine de s'investir. Son histoire amoureuse, bien que réelle pour lui, reste au stade juvénile. En effet, Liz et lui ne vivent pas ensemble et ne se voient qu'en groupe, que ce soit avec les meilleurs amis de Shaun ou les colocataires et amis de Liz. Et comme si cela ne suffisait pas, Shaun a un peu de mal, et c'est un doux euphémisme, à se séparer de sa mère. Les zombies ne représentent qu'un nouveau départ, car le lendemain de la rupture avec Liz, ils arrivent. Et à partir de là, Shaun remet de l'ordre dans sa vie et va laisser derrière lui, de gré ou de force, tout ce qui l'empêche de grandir. Et au final, finir par
évoluer pour devenir un homme responsable et épanoui. Et toute cette thématique est non seulement illustrée par le film tout entier, mais également par le colocataire et ami de Sean, interprété par Nick Frost. Une petite pépite qui, au milieu des gros poissons de cette année extrêmement rafraîchissant, et a eu un succès bien mérité. Suite à ce succès, le deuxième goût Cornetto, la vanille, arrive le 18 juillet 2007. Faites place à Hot Fuzz. Dans ce film, oubliez les zombies et place à la parodie de films d'action. À Londres, le policier Nicolas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour des primates ayant à peine découvert le feu. Le chef de la brigade décide donc de le promouvoir entre très très gros guillemets et de l'envoyer dans un petit village de Stanford où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local, Danny Butterman, qui rêve de devenir Kenny Reeves ou encore Will Smith, puisque ses films préférés sont Point Break et Bad Boys 2. Mais à l'arrivée de Nicolas, d'étranges morts surviennent. Ce film est tellement plus décomplexé que le premier, et il va à fond dans tous ses aspects. Il n'en reste pas moins profond que son grand frère. En effet, si le premier parlait du passage à l'âge adulte, ce volet lui parle de la solitude et de l'ouverture à l'autre. Au début du film, Nicolas, par son excellence et son acharnement au travail, est totalement seul, puisque ses collègues le détestent et l'évitent, mais même sa compagne le rejette et le largue à l'instar de Liz et Sean. Mais contrairement à Sean, Nicolas accepte parfaitement la situation et ne cherche pas à la récupérer. Puis sera isolé par ses collègues suite à sa promotion. Encore une fois, tout se joue avec le personnage de Nick Frost qui interprète Danny et qui va permettre à Nicolas de s'ouvrir aux autres pour devenir un autre homme capable de gérer la situation et qui va totalement dégénérer et qu'il n'aurait jamais réussi à gérer en restant l'homme qu'il était et le policier qu'il était également. Après les 2 succès qu'Edgar Wright a eu, la maison de production lui donne encore une fois carte blanche pour son 3e film Cornetto, Pistache. Et pour cela, il retourne dans un de ses premiers scénarios, celui qui raconte un barathon. C'est parti pour le dernier pub avant la fin du monde. Pour ce dernier volume, on parle donc d'un marathon sur gros fond de science-fiction. L'histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de New Haven. 5 adolescents au comble de l'âge ingrat fêtent la fin des cours en se lançant dans une tournée épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme et avec l'absorption d'un nombre impressionnant de pintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but. Le dernier pub sur la liste, le World Ends, la fin du monde. Une vingtaine d'années plus tard, nos 5 mousquetaires ont tous quitté leur ville natale et sont devenus des hommes avec femmes, enfants et responsabilités, à l'alarmante exception de celui qui fut un temps leur meneur, Gary King. Un quarantenaire tirant exagérément sur la corde de son adolescence attardée. L'incorrigible Gary, tristement conscient du décalage qui le sépare aujourd'hui de son meilleur ami d'antan, Andy, souhaite coûte que coûte réitérer l'épreuve de leur marathon alcoolisé. Il convainc Andy, Steven, Oliver et Peter de se réunir un vendredi après-midi.
Gary est comme un poisson dans l'eau. Le défi, une nuit, 5 potes, 12 pubs, avec un minimum d'une pinte dans chacun de ces pubs. À leur arrivée à New Haven, le club des 5 retrouve Sam, la sœur d'Oliver, pour qui Gary et Steven en pincent toujours. Alors que la fine équipe tente tant bien que mal d'accorder le passé avec le présent, une série de retrouvailles avec de vieilles connaissances et des lieux familiers les font soudain prendre conscience que le véritable enjeu, c'est l'avenir, non seulement le leur, mais celui de l'humanité entière. Et arriver à la fin du monde devient le dernier de leurs soucis. Et ce film-là ne fait pas exception. Son thème n'est autre que le deuil et la mélancolie, au sens psychiatrique du terme. Contrairement aux autres films où je pouvais rentrer dans le détail, dans celui-ci, je ne vous dirai pas plus car je risque de tout gâcher, tout le twist et tout le film. Juste sachez qu'en psychologie, la mélancolie se présente lorsque le deuil ne se fait pas et échoue dans ses étapes. Alors, pourquoi ce triptyque s'appelle la trilogie Cornetto ? Eh bien, pour chacun de ces films, un Cornetto apparaît. Et comme le souci du détail est important, un goût et une couleur pour chaque film. Le rouge pour faire penser au sang et aux zombies, pour Shaun of the Dead. Le bleu pour Hot Fuzz fait penser à la vanille et à la police. Et bien entendu, le vert, tout ce qui représente l'ASF et les extraterrestres. Un triptyque immanquable du cinéma, autant que la trilogie de l'Apocalypse. Vous pouvez voir cette trilogie sur Amazon. Je vais maintenant finir ma chronique par une simple question. Et vous, quel est votre cornetto préféré de cette merveilleuse trilogie ? Je veux bien démarrer si tu veux. Vas-y. Dès que j'ai vu le nom des sons, je me suis dit, oh là là, in love. Franchement. Les trois sont géniales. Hein. Non mais, géniaux. Franchement, le truc, c'est que on a beaucoup parlé des films qui nous ont marqués, etc. Ouais. Et je les ai jamais cités, alors que, en fait, ces films, je les ai découverts, bon, j'étais presque fin d'adolescence. Je crois que j'ai commencé par le dernier pub avant la fin du monde, je dois avoir entre 17 et 19 ans. Ouais. J'ai pas commencé par Shaun of the Dead. Je suis tombé sur ce film. J'adore Simon Pegg et Nick Frost. Je trouve que c'est un duo qui marche très bien. D'ailleurs, oui. Ils ont réitéré dans Paul l'extraterrestre. Oui, mais c'est plus Edgar Wright aux commandes. Ça se sent. Ça se sent. Mais le d'accord. duo marche toujours aussi bien. Pour moi, si je vais dans l'ordre, Shaun of the Dead, il est très très bien fait. Ouais. Il y a une ambiance qui est géniale. D'ailleurs, le gag du stylo là, avec le sang. Là, ah, il est génial. voilà. Qu'on retrouve dans le jeu, dans un jeu de société d'ailleurs, mais ouais. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Moi, je sais aussi qu'on le retrouve plusieurs fois, ouais, un truc dans le genre. Les machins stories. Les Dark Stories. Ouais, les Black Stories, voilà, c'est ça. Mais enfin bref, je m'égare. Non, Shaun of the Dead est vraiment, en plus c'est le premier film là où on lui a accordé la confiance et on a montré non seulement que la synergie des deux personnages, enfin des deux acteurs, Simon Frost tellement et Nick Frost marche tellement bien avec les autres acteurs qu'on peut pas faire en fait deux films l'un sans l'autre. Je trouve que pour moi là où ils sont les plus forts, c'est quand ils sont ensemble. Et même sur les films qu'on suivi ou des séries, il y a une série sur Amazon où ils sont chasseurs de fantômes, je crois. Ah, je sais pas là. Qui n'a pas très bien marché, mais bon, déjà ça montre que l'Angleterre sait faire des bonnes choses en termes de films et d'acteurs. Et Edgar Wright, pour moi, c'est un génie à sa façon. C'est-à-dire qu'il est parti sur des trucs, des thématiques très sérieuses. Si on prend le premier, c'est un couple qui va pas bien, tu vois. Ouais. Et il a rajouté un truc super loufoque. Ouais. Shaun of the Dead, c'est vraiment, tu le regardes au début, tu sais pas ce que tu vas regarder, tu arrives à la fin, tu fais d'accord. C'était énorme. Voilà. Que Hot Fuzz, tu t'attends à ce que ce soit débile parce que tu as déjà vu le premier. Ouais. Et puis, tu sens le speech. Alors, c'est incroyable parce que les gags de fin, même en général, en fait, l'humour est trop bien. Mais c'est un peu plus sérieux sur le début, tu vois. Enfin, tu sens que c'est décalé avec, tu as dit, ils ont 3 grammes de cerveau. Les ah ouais. Mais le dernier pub avant la fin du monde, et j'aurais peut-être des ennemis là-dessus, pour moi, c'est celui qui m'a le plus marqué. Déjà parce que l'acteur de Bilbo le Hobbit, c'est non, c'est comment il s'appelle ? Martin Freeman. Il y a Martin Freeman dedans. Il y a d'autres acteurs. Il y a Pierce Brosnan dedans. Il y a Pierce Brosnan dedans. Mais tu sais que Martin Freeman, il est dans les 3 ? Oui. Ouais, mais je sais pas pourquoi je l'ai retenu que dans le dernier. Là, parce qu'il a un rôle important dans celui-là. Parce que dans Shaun of the Dead, tu sais, quand il rencontre une de ses anciennes amies, en fait, le groupe est en miroir.
Donc elle est à la place de Sean, et celui qui est à la place de Liz, c'est Martin Freeman. Et dans Hot Fuzz, c'est l'un de ses supérieurs qui le mute. Oh putain, mais oui. Et oui, carrément. Et oui. Carrément. Mais tu vois, j'y ai même pas fait attention. Il Pour y a moi, Peter Jackson dans ce film. Oui, mais et Kate Blanchett. les idées sont trop bien, la musique est trop bien, les gags sont trop bien. Et alors, dernier pub avant la fin du monde, effectivement, c'est complètement barré, donc on va pas vous spoiler. On s'attend pas à arriver au milieu du film, Non. à ce qui se passe. Et je trouve que le personnage de Gary King est super bien écrit. Parce Oui. qu'il a vraiment ce charisme, ce côté un peu stylé. En fait, c'est juste un vieux con. Je dirais pas stylé, parce que Non, c'est le quand même mec, Simon Pegg. Non, ouais, c'est Simon Pegg. Simon mais- Pegg. Le twist, c'est quand même pas qu'il y a des extraterrestres, parce que vous arrêtez pas de le dire. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est des cochons vivants qui tournent dans le ciel avec Rachel. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais tout à l'heure, t'avais pas dit qu'il y a des extraterrestres, puis après tu l'as dit, le vert, Non. c'est pour les extraterrestres. Je me suis dit, ah ouais, Paul, oui, non, mais dans la SF et les extraterrestres. d'accord. Oui, justement. Oui, la SF et les extraterrestres, Oui. mais non, c'est pas ça le twist. D'accord. Dans tous les cas, regardez ces films, ils sont vraiment super bien. Et j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu le flambeau de Martin Freeman qui avait joué dans le truc où les dauphins là s'envolent au début. H2G2. Oui. Voilà, c'est exactement le même délire en fait. C'est à peu près le même délire, sauf que H2G2, c'est vraiment une adaptation de bouquins. Les bouquins sont assez énormes d'ailleurs. Or que là, le mec, il a juste écrit ses scénars, quoi. C'est des scénarios originaux. Et il y a- Originaux, purée, j'ai du mal avec le et pluriel. il n'y a pas eu de post-Cornetto avec Edgar Wright donc, Si, maintenant Edgar Wright, il a fait Baby Driver, par exemple. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Ah oui, je l'ai vu. Oui, oui. Mais ça, c'est avant. Oui, c'est entre Ça, le 2 et le 3. C'est entre le 2 et le 3. Mais il a fait Baby Driver. Baby Driver, Last Night in Soho. Oui. Ah, magnifique. J'ai adoré aussi Last Night in Soho. Donc ouais, il a quelque chose. Mais moi, je trouve que ouais, ces trois meilleurs, ce sont la trilogie Cornetto. Donc pour toi, on part sur un Cornetto pistache. Cornetto pistache, ouais, en priorité. Ouais. Mais Simon Pegg et Nick Frost, j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, bah ça, on est d'accord. Mais ça, c'est la recette de tous les Cornetto. C'est Terence Hill et Bud Spencer, quoi. C'est Ouais. Romain. Moi je dis pas, mais H2G2, c'est quand même le film qui a fait comprendre au monde entier que la réponse de l'univers, c'est Saint-Étienne. Oh, Non, c'est la Loire. C'est la Loire, hein, c'est la pas Loire. Saint-Étienne. Pardon. Pardon, mais à tous nos amis rouennais C'est ça. Désolé les Lyonnais aussi. qui sont aussi concernés. Ah, mais les Lyonnais, c'est pas la même chose. Hein. Non, c'est pas la même chose, mais ils aiment pas trop Saint-Étienne. Justement, Donc... on va éviter d'envenimer la situation. Donc H2G2 pour Romain, manifestement qui n'a pas compris la question. Moi, j'ai pas vu Atelier Cornetto. Donc, Ah, et ben regarde là. Mate le soir. désolé, mais Mate les trois d'un coup. Mate les trois et Blade Runner. C'est pas trop mon truc, moi, c'est plutôt Retour vers le futur. Donc, Tu verras. Tu verras. Et Non, toi, mais Yann franchement, surtout le dernier pub avant la fin du monde, je pense que tu vas t'y retrouver. non, Alors, mais peut-être que ceux-là. Blade Runner, je promets pas. Déjà, Mais les autres, première chose, si vous avez adoré les Cornetto, je vous invite à découvrir la série Les Allumés, qui est la base. Nick Frost et Simon Pegg se sont rencontrés sur cette série. Oui. Et il y a un épisode où Simon Pegg est accro à Resident Evil 2 et pense que tout le monde c'est des zombies. Magnifique. Comment elle Oui, mais s'appelle ils Les sont Allumés inspirés En français, ça s'appelle Les Allumés. Je crois qu'ils se sont inspirés de ça pour Shaun of the Dead. Ouais. Alors, sinon, vous goûtez les extrêmes, c'est bon aussi. je résumerai cette trilogie en Je n'aime pas. C'est le plus grand film anglais jamais réalisé et je l'ai vu en salle. Donc voilà. Lequel Attends, mais lequel T'aimes pas Shaun of the Dead? Alors, le plus grand film anglais jamais réalisé, pour vous donner un indice, je suis extrêmement fan et je n'ai aucune honte de l'être de toutes les séries anglaises, britanniques cheloues sur la policière. D'accord. Donc Du Hot style Fuzz est pour moi du style Inspecteur Barnaby, qui Oh, est l'inspiration principale de Hot Fuzz. Mais j'aime aussi Shetland, j'aime aussi Ouais, d'accord. Broadchurch, j'aime tout ce qui est britannique et policier. Donc moi, quand j'ai découvert Hot Fuzz, j'y suis allé en mode waouh. En plus, je suis fan de Bad Boys. Et de Point Break. Voilà. Et j'ai découvert ce film en québécois, ce qui fait que je sais qu'on dit Mauvais Garçon 2 et Point de rupture. Quelle horreur. Heureusement. Découvert en Oui. québécois. Ah bah, je suis Oui, pas le seul, et alors. j'adore quand même cette fameuse scène du mot croisé qui marche mieux en québécois qu'en français. Ça, c'est un autre problème. Oui, je suis d'accord. J'ai vu le dernier pub à la fin du monde au cinéma. Grand moment. Ah bah oui. Et surtout que, mine de rien, j'avais vu Timothy Dalton dans, moi fan de James Bond, dans Hot Fuzz. Ouais. Oui, arrêtez-moi, inspecteur, j'assassine les prix.
Et je trouve Pierce Brosnan en hallucination, plus ou moins, dans le dernier. Wouh. Donc reste Shaun of the Dead, dont j'ai rencontré les comédiens de doublage, parce que c'est les mêmes que Doctor Who. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pour ça Parce aussi. que Shaun of the Dead était tellement... Personne en veut en France qu'il a été doublé en Belgique. C'est vrai. Et il a été rapatrié en France pour la suite, parce que putain, Shaun of the Dead. Mais moi, les films de zombies, ça me parle déjà beaucoup moins. J'adore le délire, ça m'a beaucoup fait rire, etc. Mais c'est celui qui m'a le moins marqué. D'accord. Si je dois en choisir un, ce sera égal, et ce sera carrément la vanille. La vanille. Hot Fuzz. Magnifique, Hot Fuzz. Et bah donc on a les trois goûts. On a la pistache avec Axel, la vanille avec Yann et moi la fraise. Moi ça a été mon premier Shaun of the Dead et j'ai été conquis tout de suite. Ça a marché tout de suite sur moi. C'est ouf. Mais c'est un truc. D'ailleurs, dans Shaun of the Dead, il joue à un de mes jeux préférés. Attends, il joue à quoi? Il joue à Time Splitter 2. Ah, mais oui, ouais. t'as raison. Oui. Et même à la fin, quand il est devenu zombie, il est encore capable de jouer à ça. C'est la seule chose qu'il est encore capable de faire. Bref. Un petit truc à dire, j'ai l'impression que les Anglais, parce qu'on a le temps de toute manière, Presque. les Anglais sont vraiment beaucoup plus décomplexés sur l'humour et sur les trucs qui vont loin que les Américains. Bah, Avec se les prendre Français une aussi. gargouille en plein milieu de la tête, Oh, c'est génial. ça se verrait pas dans un film français, pardon. Je connais pas Shaun of the Dead, mais je connais un film de comédie, de truc commenté avec des zombies, ça s'appelle Warm Bodies. Ah oui, Il il est est très nul. bon aussi. Oui. Très sympa celui-là. Non, il est nul. C'est une comédie romantique, c'est pas drôle. Ouais, mais il est pas drôle. En fait, C'est pas des- il non, part il est vraiment sur la romantique. comédie romantique entre un humain et un zombie. Mais l'acteur Donc, est bien. Bah ouais, l'acteur. Enfin, ouais, il est pas mal. Bon, si vous voulez un film anglais qui va mettre tout le monde d'accord, Attack the Block. Pas À vu. voir, Pas absolument. vu. C'est Piège de cristal et Shaun of the Dead. Shaun of the Block. C'est bon ça. Avec, Alors, pas le c'est- côté piège de cristal, mais le côté Shaun of the Dead. C'est avec Jodie Whittaker et la plupart des acteurs anglais que vous connaissez tous. Non. Si. Mais Je c'est veux voir ça. C'est pas les Anglais qui ont fait un truc en mode Secret Story, enfin Love Story là, où justement il y a des zombies qui arrivent. C'est possible. Peut-être. C'est Love Story d'ailleurs. C'est possible, mais. Love Story, c'est un film. C'est quoi le meilleur film policier? Je sais pas quoi, là, je disais au début. Eh ben, Hot Fuzz. Oui, Hot Fuzz. Ah, Pour pardon, moi, c'est je crois l'un que des t'avais meilleurs parlé d'un films film d'avant, britanniques. c'était le C'est suivant. un des meilleurs films britanniques que j'avais Ah, réalisé. j'avais pas compris. moi. Oui, la trilogie Cornetto, en termes de films britanniques, ils sont très bons. Bon, Après. après, il y a les James Bond, mais c'est une autre catégorie. Mais j'aime On n'est pas sur le même délire. J'y arrive pas, les James Bond. Hein. J'y arrive pas. Mais c'est ce qui américain, s'exporte c'est le James mieux. Non, Oui, c'est c'est vrai. l'anglais. C'est anglais, James Bond. Oui, les Oui, films c'est aussi, anglais. oui. Ah, c'est aussi anglais. C'est anglais, ouais. Ah, je crois que c'était américain. Ah bah non. Eh ben non. Les Anglais sont aussi capables de faire des films d'action. Non, mais je dis pas Et de très comment. bons films d'action d'ailleurs. Bah oui, carrément. Attack the Block, encore une fois. Je vais jeter un œil à ça parce que tu m'as vendu du Die Hard avec Shaun of the Dead. C'est peut-être ce qui manquait à Die Hard. Et Jodie Whittaker. Et Jodie Whittaker, oui, mais Jodie Whittaker, moi, Tu verras. c'est ça. Hein, moi, c'est elle qui m'a fait lâcher le Doctor Who. Oui, bah tu verras. Jodie Whittaker, c'est aussi Broadchurch. Tu Que je n'ai pas comprendras. vu. Bref, c'est sur ces bons mots qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être venus s'amuser avec moi. Portez-vous bien. On se retrouve le mois prochain, les gars. Oui, Enfin, avec presque plaisir. tous, parce qu'Arnaud va revenir et il va vouloir sa place. Ouais. Ah, Et je vais bon, pouvoir bah, l'insulter. tant pis alors. Bref, Tu reviendras, ne t'en fais pas. tu reviendras l'année prochaine. Bah, surtout, ça va dépendre si ça vous a plu ce que j'ai fait. hein. Nous en discuterons par la suite. Les maîtres des Non, TLM mais se pas. réuniront. C'est ça. T'inquiète pas. Non, mais je parle également aux auditeurs. Si jamais ça leur plaît pas. Bref, c'est là-dessus qu'on se quitte encore une fois. J'ai un jingle de fin. Oui. Salut tout le monde. Salut. Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine!